Je suis très content d'avoir entendu Christophe parce qu'il résout un problème que j'avais au terme, disons, de l'enquête, qui est le problème suivant. D'abord, deux choses. D'abord, j'ai beaucoup appris de choses dans cette enquête, c'est vrai, notamment des éléments je ne suis pas un spécialiste de l'économie du deuil, moi je suis plutôt un spécialiste de l'économie de la santé, donc je travaille pour éviter les deuils, en quelque sorte, ou du moins pour les rendre le plus tard possible et le plus vieux possible, et de faire en sorte, d'ailleurs c'est une des leçons de l'enquête, que au fond, la période de deuil commence avant le décès, enfin, d'un certain point de vue, notamment pour ces décès programmés. À quel moment commence le deuil? Je pense que c'est quelque chose, c'est une des questions qui vient à l'enquête. Quand le décès est brutal, il n'y a pas trop de problème. Quand le décès est une maladie chronique avec une évolution, etc., le deuil commence avant le décès. Bon, il commence, enfin, disons, à partir du moment où le décès proche devient une réalité tangible, peut-être prévisible, programmable, en tout cas inéluctable. Et donc le travail commence un petit peu, ce qui explique peut-être que finalement, au moment où le décès arrive, il est ressenti de manière moins traumatique que s'il n'est pas anticipé et s'il n'y a pas un petit peu cet élément. C'est, je crois qu'un des éléments intéressants de l'enquête, de même les durées, on en avait parlé, le fait que c'est un phénomène qui s'étale dans le temps et qui n'est pas réductible aux quelques mois ou aux 2 ans que les psychiatres ont souvent tendance à considérer comme, de manière conventionnelle comme étant le seuil du deuil. Quelques mois dans un DSM-5. DSM-5, ouais. Quelques mois et après c'est pathologique. Mois, ouais. Et donc, voilà. Donc, d'autres éléments, bon, le côté un peu moins surprenant, l'idée qu'il y ait des consommations médicales, effectivement, mais ça, je vais venir là-dessus. Des arrêts de travail, logique, normal, je vais aussi y revenir. Quelque chose qui est perturbant pour moi, que je comprends mal, ce serait cette notion de coût du deuil. Ça veut dire quoi que le deuil a un coût? Bon, pour moi, économiste, ça ne veut rien dire, le coût du deuil. Ce qui veut dire, on ne dépense jamais rien sans obtenir quelque chose en place. Donc, s'il y a un coût du deuil, s'il faut dépenser des ressources, permettre aux gens de ne pas travailler, être pris en charge par la sécurité sociale, consommer des ressources médicales, ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que ça vaut le coup? Quelle est la contrepartie? Est-ce que ça améliore? Est-ce que c'est entre guillemets, je sais bien c'est un mot horrible, mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que simplement c'est des ressources gaspillées en pure sorte? Si ça vaut le coup, peut-être qu'il faut dépenser plus. La notion de coût devient restrictive. On n'est pas là pour diminuer le coût. On est là pour rendre le coût effectif. Il faut obtenir, si vous voulez, une contrepartie humaine, pas simplement en termes matériels, y compris en termes humains, une amélioration de la qualité de vie, une amélioration du bien-être, voilà, pour optimiser en quelque sorte l'usage des ressources plus que pour le limiter. Donc cette notion de coût et de dire au fond ça coûte cher le deuil, je vois pas ce que ça veut dire. Enfin, très concrètement, vous voulez dire que ça coûte trop cher, on peut se le payer, il faut le diminuer, il faut moins mourir, il faut donc voilà. Donc l'idée, il y a des concepts comme ça qu'on utilise assez souvent et qu'il faudrait un petit peu interroger. Non, ma frustration sur l'enquête, Tanguy, elle vient au fond, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Parce qu'on décrit des éléments, et au fond, quel est le problème? Y a-t-il aujourd'hui une défaillance dans la prise en charge du deuil? Est-ce que les pouvoirs publics, l'État doit faire quelque chose? Est-ce que la police doit intervenir? Est-ce qu'il faut que... voilà. Quel est le problème? Donc, vous avez évoqué un élément du problème, qui est le côté, la prise en charge médicale, qui met l'accent sur une prise en charge précoce, très tôt après le deuil, à coup de psychotique, et qui négligerait des conséquences à plus long terme dans le cadre d'une structure de prise en charge un peu plus pluridisciplinaire, peut-être un peu moins médicalisée et plus accompagnatrice. Bon, ça, j'entends ça. Mais disons, au fond, aujourd'hui, toutes les interviews que vous avez faites à travers l'élément qualitatif, verbatim, les gens ne se plaignent pas. Enfin, ils se plaignent du décès. Ils ont une expérience différente, c'est tragique, mais ils disent pas, ils émettent pas une plainte du genre j'ai pas pu payer, je me suis endetté, c'est inégal, il y a des inégalités face au décès et face il y a on est même le côté abandon
n'est pas vraiment ressorti, parce qu'avec votre rosa, vous avez montré qu'il y a plein. Quand il y a un abandon, une partie qui défaille, d'autres arrivent finalement, et il y a une espèce d'environnement, et les gens cherchent et trouvent des environnements, même là, pour compenser ceux qui sont défaillants. Donc finalement, la question que je me pose, c'est, ok, je serai, monsieur le ministre, je me demanderai qu'est-ce que je dois faire, moi, pour le deuil. Y a-t-il quelque chose à faire? Est-ce que l'État doit intervenir sur le deuil? Est-ce qu'il y a oui, alors non, mais justement, parce qu'on ne parle pas d'obsèques, nous, on parle de deuil. Oui. Alors, les obsèques, il y a effectivement un cadre légal, mais sur le deuil lui-même, sur la souffrance et les comportements induits par le fait d'avoir perdu à période courte un proche, et donc cette période de souffrance psychique, de perturbation, de disruption sociale, y a-t-il une intervention publique spécifique de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la sphère privée qui doit, avec l'idée que les gens se débrouillent, et que finalement se débrouiller est aussi une manière de faire son deuil, ou est-ce que, comme on le dit, montre l'enquête à travers la participation à la fameuse cérémonie, à la cérémonie sur laquelle je reviendrai, ou est-ce que, précisément, un excès de prise en charge médicale, étatique, sécurité sociale, etc., est-ce qu'il faut transformer ça en absence de sécurité sociale? Est-ce qu'il faut que la sécurité sociale prenne en charge le coût du deuil? Elle le prend, de certains points de vue, mais de manière détournée, à travers le remboursement des psychotropes. Mais c'est pas le deuil qu'elle prend en compte. Elle prend en compte une demande de psychotrope. Quelle que soit, ce serait pour une autre raison que le deuil, elle le prendrait en charge de la même manière. Elle n'identifie jamais l'étiologie des pathologies qu'elle traite. Elle traite des pathologies, elle traite un symptôme, elle traite rarement la cause, et en tout cas, elle traite jamais il y a, disons, une notion de l'origine du trouble qui est quand on dit qu'on soigne un cancer, on ne dit pas qu'on soigne un tabagiste, on dit qu'on soigne un cancer, bon, même si ce cancer est lié au tabac. Donc là voilà, donc je me suis resté un petit peu sur ma faim. J'ai bien compris qu'il y avait la nécessité d'établir autour de la personne des réseaux. Je suis d'accord avec ça. Je me demande, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'aujourd'hui on manque de réseaux? Il faut des réseaux, mais est-ce qu'ils n'existent pas, ces réseaux, finalement? Est-ce que, de fait, on les trouve, de fait, ils surgissent, la personne endeuillée est active, elle ne reste pas à attendre que les choses tombent providentiellement du ciel, et donc, finalement, c'est tout ce que... Je ressens une vérité, je vois bien, disons, le côté... mais je me demande, moi, si j'avais des recommandations à faire au pouvoir public, que je fais de temps en temps, j'aurais du mal à dessiner, si vous voulez, un schéma d'intervention, un plan deuil, comme il y a un plan nutrition, ou comme il y a un plan... Est-ce qu'on va faire un plan national pour la prise en charge du deuil 2017-2020? Est-ce qu'on va proposer aux candidats de dire, bon, la dépendance, on a laissé tomber ça après la loi Bachelot, est-ce qu'il faut prendre la dépendance? Il faut aussi mettre le deuil, faire un plan deuil. Voilà. Je vois mal, si vous voulez, je pense que c'est un sujet de société dans lequel, finalement, c'est un sujet de société, c'est un sujet collectif. Pour autant, est-ce que l'État doit intervenir dans tous les sujets sociétaux et collectifs? Voilà. Est-ce que pour autant, il y a... la dimension collective est tout à fait intéressante. Et est-ce que pour autant, on doit aller dans une structuration médico-étatique, disons, de cet État qui, comme vous l'avez dit, relève quand même grande partie du normal. Hein. C'est-à-dire qu'être triste quand on est endeuillé, ça c'est normal. Bon. Et après, la définition de ce deuil pathologique, dont on voit que c'est pas la durée, mais c'est quoi? C'est l'intensité des disruptions sociales, l'incapacité à revenir à un état antérieur. Mais bon, tout ça reste relativement mal défini et n'est pas effectivement, enfin là pourrait éventuellement donner lieu à, disons, à des prises en charge spécifiques. Et là, je vous rejoins, à former les médecins à ça, développer les palliatifs, etc. Mais si vous voulez, encore une fois, je me demande si c'est pas déjà plus ou moins fait. Voilà. Et donc, je cherche le problème. Je cherche le problème. Sachant que... voilà. Et au fond, ayant, comme 85% des Français, subi des deuils, étant même comme la moitié d'un deuil dans les moins de 2 ans, je vois la capacité... où je me suis pas... Là, je passe de l'économiste au simple mortel, je ne me suis pas senti abandonné. On a trouvé des ressorts. Et ces ressorts font partie du processus de deuil. Un deuil non pathologique, c'est un deuil qui trouve ses ressorts.
Et c'est pour ça qu'il est non pathologique, parce qu'au fond, il permet à la personne de trouver des éléments, disons, de reconstitution de sa vie, d'admettre qu'une vie, il y aura une personne qui manquera à cette vie, mais que pour autant, il peut la reconfigurer et la réinventer dans un cadre nouveau, quelle que soit la peine et quel que soit le tragique de ce cadre nouveau. Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose sur la cérémonie, 100% de cérémonie. On a tout dans l'enquête, c'est la cérémonie. Donc, il n'y a pas de deuil sans cérémonie, c'est bien compris. Après, il y a est-ce que la cérémonie est religieuse, civile, à quoi elle sert, est-ce que ça participe, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc. Mais la cérémonie existe. Vous avez insisté sur le côté social de la cérémonie. Je me demande s'il n'y a pas, au-delà du côté social, un côté aussi personnel, individuel de la cérémonie. Si on regarde le mythe d'Antigone et Créon, ensevelir le mort, c'est lui permettre de passer. Au fond, sur la cérémonie, il y a deux conceptions. Une conception matérialiste, on est mort, une conception un peu plus idéaliste. La mort est une transition entre une vie terrestre et une vie... Est-ce que la cérémonie n'est pas précisément la phase de transition, organise la transition? Une mort sans cérémonie est une mort sans transition. Et donc c'est une mort définitive, une mort, quoi. Et ce qui est quand même compliqué à admettre, même pour un matérialiste comme moi, qui pense désespérément que... mais la cérémonie, c'est pas seulement social, c'est aussi cette espèce de transformation, de conception, si vous voulez, de la mort comme étant finalement l'élément, le passage, le fleuve avec l'Achéron qu'il faut franchir dans la mythologie grecque, qui vous emmène sur les rives de l'immortalité. Donc la cérémonie a plus qu'un rôle social. Elle a aussi un rôle, disons, de convaincre, peut-être de manière un peu idéaliste, en tout cas de convaincre les survivants que le mort n'est pas mort. Et donc qu'il y a une espèce de... Dernier point, si. Dernier point. J'ai des collègues. Alors là, je partirai pas, parce que j'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, il y a la réflexion sur la mort chez mes collègues. Elle est un petit peu captée par les transhumanistes. La mort de la mort. La mort n'existe plus. Nous avons découvert. La mort est une maladie qui guérissable. Il suffit de changer 3 gènes et de changer 3 machines pour ne plus mourir. Et donc, nous promet l'éternité. Certains philosophes qui ont été ministres proclament dans les journaux grand public, nous allons vivre 300 ans, nous allons vivre 400 ans. Personne n'a aujourd'hui jamais vécu, tout le long de l'histoire, aujourd'hui l'espérance de vie n'a jamais été aussi longue, mais personne n'a jamais vécu 300 ans. C'est-à-dire qu'on confond espérance de vie et allongement de la vie, ce qui est deux choses radicalement différentes. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dessus, mais c'est aussi un débat. Aujourd'hui, par le biais de la technologie, par le biais de la téléportation, par le biais de l'annihilation de la mort et par l'idée que le corps, finalement, il faut s'en débarrasser et qu'on arrivera technologiquement à outrepasser cette mort, ça rentre, si vous voulez, cette espèce de transhumaniste rentre dans une espèce de conception que je regrette, mais très largement répandue dans la société, d'anti-humaniste. Les transhumanistes sont anti-humanistes. Ils n'aiment pas l'homme, ce qu'ils veulent, c'est... Ils n'aiment pas l'homme parce que l'homme meurt. Et au fond, ce qui fait peut-être la grandeur de l'homme, c'est que précisément, il meurt. Donc les transhumanistes qui veulent abolir la mort veulent aussi abolir l'homme. Il n'y a pas d'homme sans mort, il n'y a pas de vie sans mort. Et je suis frappé de voir à quel point aujourd'hui les courants sociétaux veulent tuer l'homme. Ils veulent tuer l'homme au nom de la nature, au lieu de Dieu, au lieu de la science. Aujourd'hui, on a du mal à accepter l'homme. Eh bien, par la mort, on accepte l'homme, et c'est peut-être ce qui rend un petit peu le côté, disons, un peu... en tout cas, la raison pour laquelle, paradoxalement, je crois qu'il faut rester attaché à la mort. Je vous remercie.